Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Dimanche en politique. On parle aujourd'hui de la sécheresse, des conséquences pour les agriculteurs et des conséquences aussi pour nous, habitants et consommateurs de la Bourgogne-Franche-Comté. Trois invités aujourd'hui sur le plateau. Thierry Chalmin, c'est le président de la Chambre d'agriculture de la Haute-Saône. Face à lui, Sophie Fonkerny, vice-présidente au conseil régional en charge de l'agriculture. Et puis Christian Deserle, c'est le président de la Chambre régionale d'agriculture pour la Bourgogne et la Franche-Comté. N'oubliez pas, vous pouvez réagir sur Twitter grâce au hashtag DimpolBFC comme Dimanche en politique Bourgogne-Franche-Comté. On commence cette émission par deux photos qui illustrent bien les dégâts d'un été très chaud et surtout sans pluie sur notre région. Le saut du Doubs à Villars-le-Lac. La chute d'eau n'existe plus. Normalement, l'eau tombe d'une hauteur de 27 mètres. Et bien, l'eau, il n'y en a plus. Et le Doubs, peu après sa source, entre Pontarlier et Morteau, là non plus, la rivière n'existe plus. Sur des kilomètres, le lit de la rivière est à sec. Les passants font des statues en superposant les pierres les unes sur les autres, un petit peu comme une incantation pour que la pluie tombe. Alors, on va commencer par un tour de table. Déjà, avec vous, Thierry Chalmin, on dit que c'est du jamais vu, mais concrètement, pour vous, ça veut dire quoi, compte tenu du fait que la Haute-Saône est le département de Bourgogne-Franche-Comté le plus touché par cette sécheresse? Vous, céréalier. Ça veut dire aussi dans nos systèmes polyculture-élevage de Haute-Saône une difficulté qui est quasiment triple, puisque polyculture-élevage, ça veut dire des animaux qui sont mal nourris ou difficilement nourris depuis le mois de juillet. Ça veut dire pour les productions végétales une deuxième moisson, maïs, soja, tournesol, etc., avec des rendements divisés par deux. Et puis ça veut aussi surtout dire des difficultés d'implantation de toutes les cultures pour l'année prochaine, cette fois-ci, puisque la sole de colza va être très handicapée par la sécheresse qu'on a connue. Et puis les cultures d'automne, blé et orge qui viennent d'être implantées, ont pour l'instant beaucoup de difficultés à germer parce que pas assez d'eau. Oui, vous les avez semés en attendant que la pluie arrive, et la pluie arrive ces jours-ci. Les semis ont été faits, et on attend de l'eau pour que les graines germent, quoi. Alors, Sophie Fonkerny, vous êtes agricultrice à Ceulmont, sur le massif du Laumont, dans le Doubs, au-dessus de Pont-de-Roide, et vous produisez du lait à Morbier. Est-ce que ces sécheresses, ça veut dire moins de lait produit sur votre exploitation? C'est évident, on a beau donner des stocks qui étaient prévus normalement pour l'hiver, c'est pas suffisant, c'est pas la qualité de l'herbe et surtout les. Vous avez donné du foin et de la paille directement dans les champs, hein? Du foin aux bêtes avant qu'elles ne sortent le matin, le soir. Mais ce n'est pas suffisant parce que ça n'a pas la qualité de l'herbe et puis surtout la canicule fait que les bêtes restent dans un bois, dans un bosquet et n'en bougent plus et donc elles vont pas explorer les pâtures. Concrètement, ça veut dire quel pourcentage de lait en moins pour vous? Sur l'été, on peut dire 25%, un quart de moins de lait, même si on les a soutenus, parce que des bêtes, ça se nourrit. On ne peut pas laisser des bêtes sans les nourrir. Ça se nourrit, donc on a attaqué très fortement les stocks de l'hiver, mais malgré tout, il y a une baisse de lait, c'est certain. Alors, juste deux chiffres pour qu'on se fasse une idée du climat, de ce qui s'est passé. Au mois de septembre, sur la région, c'est plus 2 degrés par rapport aux moyennes relevées d'habitude au mois de septembre, et c'est moins 80% de pluie. Alors, Christian Deserle, vous êtes éleveur de charolais dans le Morvan, en Saône-et-Loire, à La Guiche. Ça veut dire quoi concrètement pour vous, cette sécheresse 2018 ? Écoutez, concrètement, déjà le secteur de l'élevage traverse depuis plusieurs années une situation assez difficile sur un plan des marchés, des cours, peut-être aussi sur un plan plus de la perception morale de l'agriculteur et de l'éleveur sur les critiques qui sont formulées à ce métier. Cette sécheresse arrive sur un terreau économique et moral déjà un peu fragilisé. Et évidemment, on ouvre l'hiver, qui est une période sensible, délicate pour un troupeau, pour un éleveur, avec des stocks très insuffisants. Et de nourriture. De nourriture. Mais trop de bêtes. Comment ? Et peut-être trop de bêtes. En tout cas, il y a un décalage, une inadéquation entre le stock et le nombre d'animaux, c'est sûr. Et des trésoreries qui sont très fragiles et qui ne permettent pas, même si on trouvait sur le marché, d'acheter les volumes d'alimentation dont on aurait besoin. S'ils existent.
S'ils existent. S'ils existent. Alors, quelques chiffres pour montrer le poids de l'agriculture dans notre région, en Bourgogne-Franche-Comté. Sachez tout d'abord que c'est 50% de la superficie totale de notre région et qu'il y a 27 000 exploitations agricoles. Et puis, l'agriculture et l'agroalimentaire pèsent lourd également dans l'économie en Bourgogne-Franche-Comté, puisque l'agriculture, c'est 5,8 milliards d'euros produits chaque année, et l'agroalimentaire, c'est 6,8 milliards. Alors, donc on voit, c'est moins de lait, par exemple, c'est des fourrages qui manqueront pour l'hiver, mais par exemple, concrètement, on a vu beaucoup d'inquiétudes pour une filière. Vous produisez du lait à Morbier, mais dans votre secteur, on produit beaucoup de lait à Comté. Est-ce qu'on peut s'inquiéter pour le Comté? Est-ce qu'il va y avoir une pénurie de Comté? Non, globalement, je m'en suis ouverte aux responsables de la filière. C'est très inégal. Dans les parties les plus hautes, il y a eu des orages, il y a eu un peu de pluie, il s'est fait des deuxièmes coupes de regain. Et donc, globalement, je ne pense pas que la baisse sera importante au niveau des AOP. J'ai plus de soucis pour toutes les zones en lait standard, où les prix sont moindres, et comme par exemple la Haute-Saône ou la Saône-et-Loire, et où là, il y a des baisses importantes et avec une difficulté de trésorerie à la clé très fortement. Donc le lait standard, c'est par exemple dans votre département, la Haute-Saône, pour des paysans qui produisent du lait standard, ça veut dire beaucoup moins de lait, beaucoup moins de rentrée d'argent et peut-être aussi un lait de moins bonne qualité? Ça veut dire tout ça, effectivement. Ça veut dire moins de lait, moins de production. Mais ça veut dire aussi celui qui est produit coûte beaucoup plus cher à produire, puisque les aliments, comme l'a dit Sophie tout à l'heure, l'herbe absente des pâturages depuis le mois de juillet. Donc il faut complémenter beaucoup plus pour avoir une production quand même suffisante, tant en lait qu'en viande d'ailleurs. Hein. Complémenter, ça veut dire apporter un complément en alimentation. C'est ce qu'on appelle un fourrager, quoi. Donc, voilà. Donc il faut nourrir les animaux, que ça soit en lait ou en viande aussi. Les broutards, les broutards ont perdu par rapport au poids moyen normaux, 40 à 50 kilos, tout ça c'est des rentrées qui n'arrivent pas et ça coûte très cher parce que ce qu'on achète à l'extérieur de l'exploitation cette année a des prix exorbitants. Donc, oui, justement, on va en parler juste 2 secondes. Voilà. Il n'y a pas trop de solidarité entre vous, entre les paysans? C'est pas une histoire de solidarité, c'est une histoire qu'on a eu un manque de chance énorme. La moisson s'est faite en France quasiment en une semaine. Aussi bien en Haute-Saône que dans la Marne, que dans beaucoup de régions, on n'a pas eu le temps, même si on a été très précoce dans nos réactions, on n'a pas forcément eu le temps de pouvoir réserver, par exemple, la paille, qui nous manque énormément, Franche-Comté aujourd'hui, à nos collègues de la Marne ou de la Haute-Marne ou d'ailleurs, ou de l'Aube, parce qu'ils étaient en moisson en même temps que nous. Il faut se rappeler aussi qu'au 14 juillet, la moisson était quasiment terminée partout. Ce qui est du jamais vu. Ce qui n'est du jamais vu. Alors, Monsieur de Serles, vous êtes donc éleveur de charolais, vous faites de la viande. Est-ce que les cours de la viande baissent? Malheureusement, ils étaient déjà pas très hauts. Les catégories d'animaux qui sont les plus touchées, c'est ce qu'on appelle les animaux maigres, je dis maigres entre guillemets, c'est-à-dire les animaux qu'on a pour habitude de finir, d'engraisser pour qu'ils soient destinés à la boucherie. Donc ces animaux-là qui mériteraient d'être engraissés sur place et dans l'exploitation, n'ayant pas de stock, on les met sur le marché. Il y a une abondance d'animaux qui arrivent de façon inattendue. Il y a l'offre et il n'y a pas la demande. Et là, les cours s'effondrent. Donc ça touche génisse, vache de réforme et broutards, comme vient de le dire Thierry. Les broutards, c'est des animaux qu'on élève exprès pour la viande. Il y a en Bourgogne-Franche-Comté 2 millions de bovins, presque autant que d'habitants sur notre région. Malgré tout, cette baisse de la viande, on ne la voit pas chez le boucher. C'est le côté consommateur qui parle là. Monsieur de Serles. Écoutez... on va la voir non, je crains qu'on voit les cours à la production baisser, pour ne pas dire dans certaines catégories d'animaux s'effondrer, sans que pour autant le consommateur de fait ne puisse en bénéficier. Parce que tout ça est d'une grande complexité, il y a de l'inertie, et il y a en tout cas, on le remarque... Il y a certains intermédiaires qui peuvent aussi en profiter un peu. Voilà, il y a une promptitude à tirer parti des situations qui fragilisent les producteurs, sans forcément avoir la volonté d'en faire bénéficier le consommateur. Mais tout ça est complexe aussi. Alors vous, conseil régional, vous êtes dans la réforme territoriale, ce qu'on appelle le chef de file de l'économie. Quelles sont les aides que vous avez apportées, que vous allez apporter au conseil régional? À quelle hauteur et comment? Et pourquoi?
Comment dire, ce travail-là est déjà fin juillet. Moi, déjà fin juillet, j'ai téléphoné à la présidente de région en lui disant la situation est grave. Elle n'a fait qu'empirer tout le mois d'août, comme on l'a vu, et le mois de septembre. Et donc, la présidente avait pris contact avec les présidents de département et qui étaient prêts à aider les agriculteurs, mais qui ne savaient pas comment faire du fait de la loi Notré. Et il fallait un cadre. Donc, nous avons pris l'initiative d'offrir ce cadre pour... Oui, c'est un peu technique. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes entendu avec les départements qui n'ont plus la compétence économique. Voilà. Et donc, vous avez avancé 10 millions d'euros. 10 millions d'euros qui vont être mis sur du court terme et sur du moyen terme. Donc 5 millions en aide directe pour les exploitations d'élevage impactées. Et donc avec les départements. Et puis ensuite, à moyen terme, plus sur de l'investissement parce qu'il va falloir réfléchir à peut-être faire plus de bâtiments de stockage pour stocker davantage de fourrage quand c'est possible pour ces périodes qu'on sent bien qui vont être récurrentes. On va demander à monsieur de Serles s'il est... C'est un formidable mouvement de solidarité de toutes les collectivités de la région, département et région. Monsieur de Serles, vous dites quoi? Bravo, vous êtes content, vous êtes entendu? Je dis déjà que malheureusement, jamais ni l'intervention publique, jamais l'intervention publique ne sait se substituer à ce que la nature, d'une part, ou les marchés ne nous ont pas donné. Ceci étant dit, je crois que la profession dans son ensemble salue l'intervention initiée par le Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté et la volonté des collectivités, de nos conseils départementaux, de s'être alignés dans une vision globale, cohérente. Autrement dit, il n'y a pas eu de mesquinerie ou de chamaillerie, il y a eu une volonté des élus, qu'ils soient de l'échelon régional ou de l'échelon départemental. Et quelle que soit leur couleur politique. Et quelle que soit leur sensibilité politique, de venir soutenir un secteur économique qui n'est pas que l'exploitation agricole, mais qui est bien toute une économie rurale qui gravite autour de l'exploitation agricole. C'est aussi du territorial. Exactement. C'est aussi du territoire. Thierry Chalmin, on a vu Didier Guillaume, le nouveau ministre de l'Agriculture, dans la Meuse, cette semaine annoncer des aides. Vous réagissez comment? J'ai réagi déjà à ce qui vient d'être dit par rapport au soutien des collectivités territoriales. Moi aussi, je salue l'effort du Conseil régional et des départements. A priori, c'est la première région de France qui se mobilise. Je pense. Après, il faut relativiser tout ça. Alors, ça peut choquer un certain nombre de nos auditeurs aujourd'hui, dire 10 millions d'euros d'aide. Encore des subventions aux paysans. Voilà, je l'entends régulièrement. Relativisons quand même. Dans une exploitation moyenne de nos départements, ça va faire un billet à tout casser 1 000 euros le plus, quoi. Donc voilà, quand on dilue tout ça, c'est vrai que ça fait pas beaucoup. Mais on avait besoin, nous agriculteurs, de ce soutien qui est aussi quelque chose de psychologique, de savoir, nous agriculteurs, qu'à côté de nous, dans la difficulté, nous avons notre collectivité, conseil régional et nos départements pour nous aider, ça nous fait aussi du bien. Voilà, donc après, sur les décisions et les annonces qui ont été faites par le ministre de l'Agriculture suite à sa visite en Meuse, je crois. En Meuse, oui. Malheureusement, vous tiquez là. J'ai un peu l'impression qu'il n'y a pas tellement grand-chose de nouveau, quoi. On nous parle éventuellement d'une enveloppe de 15 millions d'euros au niveau national sur des allègements de charges sociales. Est-ce que c'est du recyclage de quelque chose qui existait déjà? Est-ce que c'est quelque chose de nouveau? Je n'en sais rien. Le ministre insiste sur l'avance des aides PAC. Finalement, c'est de l'argent. Parce qu'il faut dire quand même que les paysans dans votre département, en Haute-Saône, ont décidé de ne pas payer leurs cotisations sociales à la MSA. C'est parce qu'ils ne le peuvent pas. Ils ne le peuvent pas dans les exploitations. Ils n'ont plus assez d'argent. Le peu de trésorerie qui va être disponible dans les exploitations en Haute-Saône, mais c'est vrai certainement aussi ailleurs, c'est pas qu'en Haute-Saône. Le Bas-Doubs, le Bas-Jura, enfin tous les départements sont à peu près dans la même situation. Le peu de trésorerie qu'il y a dans les exploitations aujourd'hui va être destiné à nourrir les animaux, à vil prix. Ça a été dit par l'ensemble de mes collègues. Aujourd'hui, la nourriture coûte énormément cher. Le peu de trésorerie qu'on va avoir, ça sera certes pas pour payer des cotisations sociales, ce sera pour acheter un peu de nourriture pour nos animaux, pour essayer
bon an, mal an, le moins mal possible, de gagner le printemps prochain. De passer l'hiver. Alors je vous propose maintenant de parler un petit peu de l'avenir et de la nécessaire adaptation de notre agriculture avec un petit retour en arrière. Il est beaucoup question de la sécheresse de 1976 pour faire des comparaisons. Alors notre région était une région touchée en 1976. Voici quelques extraits de reportages justement de cette année-là. Regardez. Si la région franc-comtoise n'est pas la plus touchée des provinces françaises par la sécheresse, la situation est néanmoins critique en certains endroits. Le foin est abondant certes, mais le regain fera défaut et certains agriculteurs subissent déjà une baisse de 50% de la production du lait. Des villages sont privés d'eau, tel Malbran dans le Doubs. La perte la plus sensible se ressent sur les productions fourragères, puisque suivant les secteurs, la première coupe de foin subit une baisse de 30 à 50% et la deuxième coupe, les regains, de 50 à 100%, puisqu'elle est nulle dans beaucoup de secteurs. L'agriculture française pèse de tout son poids dans l'économie, mais elle ne se place pas au même niveau que les autres secteurs d'activité. Sa richesse est liée au temps, l'équilibre est fragile. Mais avec une sécheresse catastrophique par siècle, on a tendance à ne plus en tenir compte. Une sécheresse catastrophique par siècle, disait le journaliste. On a eu 49, on a eu donc 76, on a eu 2003, on a aujourd'hui 2018. Ça a tendance à s'accélérer. Il y a 18 mois, vous avez créé une commission à la Chambre régionale pour justement envisager l'adaptation de l'agriculture. Je pense qu'il est trop tôt pour vous demander vos recettes, mais déjà le fait que vous y pensiez, ça veut dire que ça vous inquiète et qu'il va falloir faire quelque chose. Écoutez, ce métier, plus que d'autres, est complètement tributaire de la météo, des évolutions météo. Je crois que nul, et quelle qu'en soit son origine d'ailleurs, ne peut aujourd'hui contester une évolution climatique qui préoccupe. Il n'y a que Donald Trump qui dit. Voilà, ça apparaît une évidence et c'est générateur de beaucoup d'inquiétudes et de beaucoup d'angoisse. Mais concrètement, ça veut dire quoi pour nous? Ça veut dire qu'on va devoir changer nos productions, notre façon de faire en agriculture et aussi en consommation? Ça veut dire que, d'abord, ça nous rappelle que nous devrions faire preuve d'une grande humilité et que la nature vient de nous rappeler cette année encore quand elle reprend ses droits, ça peut être très lourd de conséquences. Il y a la sécheresse chez nous, il y a les inondations dramatiques dans d'autres régions, il y a un bouleversement climatique qui nous interpelle. Je pense que c'est une question qui est posée à l'agriculture, évidemment, mais au-delà, comme vous le dites, à l'ensemble de la société. Ça nous réinterroge, vous avez raison, sur nos modèles, en sachant que le déficit d'eau est déjà une première problématique. L'excès de température en est une deuxième tout aussi inquiétante. Des températures qui dépassent plusieurs jours consécutifs des 40, 42, 43 degrés, ça pose des questions plus rapidement que nous ne sommes capables de trouver les réponses. Alors vous êtes un peu pris de vitesse, quoi, c'est ça? C'est-à-dire, c'est un peu une course contre la montre, où on va savoir sans doute infléchir un certain nombre d'initiatives en mobilisant toutes les compétences, les savoirs de la recherche, de l'observation, voilà. Mais ça demande aussi d'aborder cette question de l'adaptation de notre agriculture avec sans a priori et sans dogmatisme. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut laisser aussi la recherche la possibilité d'aller jusqu'au bout, de s'exprimer et de pouvoir tirer des enseignements de ce qu'elle nous a enseigné. Thierry Chalmin, vous êtes producteur de céréales en Haute-Saône. Est-ce que ça veut dire que vous allez changer de céréales? Vous allez peut-être plus faire de maïs qui consomme trop d'eau, mais peut-être faire du sorgho, comme en Afrique? Peut-être que oui, mais vous avez remonté là sur le reportage à 1976. Moi, je me suis intéressé ce matin à remonter beaucoup moins loin que ça. Alors, ce qui nous occupe aujourd'hui, c'est effectivement cette sécheresse. Christian l'a dit, couplée à des températures quand même extrêmement néfastes pour les animaux, les plantes et les humains. 2012. Gel de céréales sur mon département de l'Haute-Saône, une bonne partie de la solde de céréales d'hiver gelée au printemps. Donc on recommence. 2015, une petite sécheresse d'automne qui a quand même déjà à l'époque justifié des aides de notre conseil départemental. Sécheresse quand même. 2016, inondation. Pas de rayonnement, pas de rendement,
très très mauvaise moisson. En 2016, nous disions faut que vous c'est la changiez plus de métier. mauvaise moisson du siècle. Il faut que vous changiez de métier ou vous voulez vous accrocher toujours? Je continue. 2017, allez, on va considérer que 2017, l'année a été à peu près correcte. Sauf que des prix, ras les pâquerettes. 2018, la sécheresse qu'on connaît. Donc l'adaptation, elle doit effectivement prendre en compte l'été que nous venons de subir, mais aussi tout le reste depuis 6 ans. Il ne se passe pas une année sans qu'on ait un incident. Alors, concrètement, ça veut dire quoi pour vous, des céréales? Vous laissez Alors, tomber le maïs on va enlever le maïs pour mettre du sorgho. Peut-être faut-il qu'on y réfléchisse. Je constate quand même que cette année, les systèmes les plus pénalisés, ce sont les systèmes à base d'herbe. Et que le maïs, encore une fois, même s'il est décrié par un certain nombre de nos concitoyens, je rappelle quand même qu'en Franche-Comté, le maïs que nous plantons, il ne vit qu'avec l'eau qui tombe du ciel. Il n'est pas arrosé mécaniquement comme on voit dans d'autres régions très limitrophes. Il vit avec l'eau qui tombe du ciel. Le maïs va encore une fois contribuer à sauver une partie de l'alimentation de nos troupeaux, laitiers ou viande. Donc le maïs, c'est quand même une plante intéressante pour ça. Peut-être faut-il qu'on se dirige vers des nouvelles productions, des nouvelles plantes. Le sorgho, c'est une piste, mais ça sera certainement pas la panacée. Parce que quand M. de Serres dit qu'il ne faut pas avoir d'œillères, ça veut dire ça. Ça veut dire qu'il faut être prêt à tout. Il faut être prêt à tout. Mais vous savez, une année comme celle qu'on vient de vivre, qui est compliquée, et quand j'entends nos collègues viticulteurs dire que même la vigne a souffert du trop chaud et du trop sec, et pourtant la vigne... Elle va chercher loin, la vigne. Hein. Oui, et puis pourtant, ils sont contents de la quantité et de la qualité. Oui. Vous, en tant que conseil régional, vous pouvez apporter quelle aide pour justement aider les paysans à s'adapter? Justement, on n'a pas attendu cette sécheresse-là pour réagir. L'an dernier, nous avons travaillé avec la profession agricole, les chambres d'agriculture, autour d'une stratégie partagée pour permettre aux exploitations de s'adapter, aux filières de s'adapter. Et ça veut dire, par exemple, pour les exploitations, elles peuvent faire un audit avec des gens un peu experts pour savoir quoi produire demain, sur quel territoire. Donc en fait, c'est un accompagnement, un accompagnement à la réflexion. Sur l'installation, nous devrons mener aussi la réflexion. Parce que c'est clair que quelqu'un qui s'installe pour plusieurs décennies, il va devoir réfléchir à quel type de production il va faire sur son exploitation. Pour les filières, c'est pareil. Vraisemblablement, on avance déjà là-dessus. On a du travail avec l'INRA, l'Institut national de recherche agronomique, pour essayer d'avoir des systèmes plus résilients aux aléas climatiques. C'est-à-dire plus résistants. Plus résistants, avec une part de polyculture élevage, c'est-à-dire associer élevage avec les cultures. De toute façon, est-ce qu'il y a un aléa climatique qui ne touche pas toute l'activité de l'agriculteur s'il fait qu'une seule production? C'est ça l'idée? Oui, c'est ça. C'est l'idée d'avoir... C'est pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Il y a un petit peu ça. Et puis de travailler avec des cycles de vie. Mais est-ce que financièrement, vous êtes prêt à apporter de l'argent aux agriculteurs, justement, qui voudraient partir sur des productions ou sur des modèles de fermes qui n'ont pas cours? On le fait déjà par le biais des audits. C'est-à-dire que dans chaque exploitation est différente, il y a une réponse différente dans chaque exploitation. Mais l'audit, c'est vous qui payez ou c'est l'agriculteur? Oui, c'est en grande partie la région qui paye. Il y en a une faible part qui revient à l'agriculteur. Et ça permet de ne pas se trouver face à un mur, face aux aléas économiques ou climatiques, c'est-à-dire de se redonner des perspectives, quitte à changer quelque peu le système de production. Et il y a aussi, je termine avec tout ce travail que nous avons fait ensemble, il y a la question de travailler aussi avec les territoires, sur la question de l'eau. On a vu qu'il y avait des communes qui étaient vraiment en manque d'eau très fort. J'ai une question d'un téléspectateur, c'est Robert dans le territoire de Belfort, qui dit pourquoi on ne fait pas plus de stockage d'eau en période quand justement ça tombe trop. Monsieur de Serres, excusez-moi, Madame Fonkerny, pourquoi on ne fait pas plus de stockage avec des pipelines pour irriguer et tout ça? Le temps nous est compté, c'est très difficile de répondre aussi rapidement à la promptitude à laquelle vous posez vos questions. Déjà, merci. Je suis trop rapide pour vous. Non, sans doute, en tout cas pour moi. Déjà, merci de consacrer une émission à la sécheresse, parce que je crois que ça n'est pas... On en a parlé beaucoup sur notre antenne. Tout à fait, et je crois que ça n'est pas qu'une affaire d'agriculteurs. Je pense que si vraiment, en tendance lourde, ce que nous avons vécu cet été doit se reproduire de plus en plus souvent, se pose derrière cette affaire-là la question de l'indépendance et de l'autonomie alimentaire d'un pays. Donc ça demande de la concentration, ça demande de la convergence de forces sans a priori. Vous évoquez la question du stockage d'eau. C'est un coût
d'investissement, c'est un coût de fonctionnement. Mais je pense que c'est là une piste qui sait répondre complètement à certains types de production. Je pense notamment aux légumes à proximité de grandes métropoles. Avoir une retenue collinaire qui permette de retenir... Collinaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on fait un barrage, alors certes c'est artificiel, mais une retenue modeste dont on profite... On va pas explorer toutes les pistes aujourd'hui, voilà. Comme vous avez raison de le dire. Le temps nous est compté, il reste moins de 2 minutes. Et ce qui me semblait important, c'est que vous qui êtes donc des agriculteurs, vous vous adressiez, on va commencer avec vous, Monsieur de Serles, rapidement aux agriculteurs qui seraient au bout du rouleau, parce qu'il y a un taux de suicide dans votre profession qui est important. En quelques mots, qu'est-ce que vous avez à leur dire? Et puis on va faire un tour de table pour finir cette émission. C'est aux agriculteurs que vous me donnez l'occasion de parler, je le fais. Notre profession, plus que toute autre, a su au fil des années, elle l'a prouvé à maintes et maintes reprises, relever des défis et des défis extrêmement complexes. On a oublié, c'est pas si vieux, qu'il y a eu des tickets de pain dans ce pays. Aujourd'hui, on gaspille l'alimentation. Les agriculteurs ont rempli leur boulot. Pour relever le défi de l'évolution climatique, ils sauront le faire si l'ensemble des acteurs qui s'intéressent à cette question-là les attaquent moins violemment. Thierry Chalmin, rapidement. Rapidement, déjà, le meilleur remède, effectivement, au désarroi des agriculteurs, ce serait de retrouver des prix rémunérateurs. Parce que ce dont on souffre, c'est notre difficulté. Non, mais ça, vous vous adressez à moi et au pouvoir public. Mais je m'adresse aussi aux paysans de votre département. Ils savent très bien que si nous avions une difficulté financière et économique moins perpétuelle, on pourrait passer des caps difficiles quand on est dans des événements climatiques. Et moi, je leur dis tout simplement aux agriculteurs que c'est collectivement qu'on s'en sortira et qu'il ne faut surtout pas qu'ils se replient sur eux-mêmes, qu'il ne faut surtout pas qu'ils perdent pied et que c'est dans la défense collective, c'est dans les propos collectifs qu'on pourra... On va laisser un petit mot très rapide à Sophie Foncarny. On sait que les agriculteurs sont les premiers impactés par le réchauffement climatique et on est derrière eux, toutes les collectivités, derrière la société pour les soutenir dans ce moment difficile et on va trouver des solutions avec la recherche, avec l'innovation, avec la réflexion pour s'adapter, pour pouvoir qu'il y ait encore des agriculteurs. Merci madame, merci messieurs. Fin de cette émission. Bon dimanche après-midi à tous. Au revoir.